Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Nous accueillons Geoffroy qui, dans une quête de sens, a vécu plusieurs reconversions professionnelles dans des domaines très variés. Je lui laisse la parole. Bonjour Tiffaine, Comment vas-tu? très bien. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de ta reconversion. Oui. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, voilà, en quelques mots? Oh, en quelques mots, oui, on va essayer de les choisir. Donc, je m'appelle Geoffroy David, je suis hypnothérapeute à Angers. En plus de l'hypnothérapie, je pratique la programmation neurolinguistique et la relation d'aide. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet il y a 4 ans, après donc une Xème reconversion professionnelle. Alors, XM reconversion professionnelle, c'est-à-dire que tu as eu combien de reconversions? Quatre, oui, j'ai effectué 4 reconversions professionnelles dans ma vie et de manière assez variée. D'accord, alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah bah, très rapidement, juste pour le parcours, après mon lycée, j'ai fait une école d'art appliqué à Nantes. Je me suis installé dans le centre de la France en tant que peintre illustrateur. Donc ça, c'était mon premier métier en tant qu'indépendant. Euh, donc, bien évidemment, c'était tout à fait passionnant, mais pas des plus rémunérateurs. Donc, dès que j'ai commencé à avoir besoin d'un peu plus d'argent, parce que les enfants arrivaient, parce que voilà, la vie fait qu'on a besoin d'une certaine stabilité quand on n'est plus tout seul, je me suis mis à chercher quelque chose de plus stable. N'ayant pas d'autres bagages, ni en fac ou diplôme de quoi que ce soit, j'ai pris un boulot alimentaire, hein, comme beaucoup de gens pour commencer. Donc là, j'ai travaillé dans la logistique de musique pour des plateformes qui fournissaient la Fnac et Virgin Megastore. Mhm. Bon, j'ai fait quelques années dans ces boîtes-là, pas très intéressant évidemment professionnellement, mais qui avaient au moins le mérite de me faire manger. Après quelques années, bien évidemment, c'était pas vraiment mon créneau. L'épanouissement était limité, donc j'ai fait un premier bilan de compétences. D'accord. J'avais besoin, alors en plus du côté artistique, je pratiquais pas mal d'artisanat d'un point de vue amateur, hein, chez moi, que ce soit la taille de pierre, le travail du cuir, la forge, des choses comme ça. Du coup, je voulais vraiment me reconvertir vers quelque chose de plus manuel et de plus artistique. Et donc, je suis parti en maroquinerie de luxe. D'accord. C'est ce qui m'a amené dans la région d'Angers. Et donc là, j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans la maroquinerie de luxe, qui était un boulot formidable, extrêmement intéressant, dans lequel je pense que j'étais assez doué, mais qui m'a malheureusement conduit à un burn-out et une grosse dépression. Mhm. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce qu'il y a des points intéressants justement concernant l'épanouissement au travail et la reconversion. Ouais. Mais donc voilà, suite à cette dépression, il m'a fallu déjà le temps d'en sortir. Et là, je n'ai pas refait de bilan de compétences. En revanche, j'ai poursuivi avec un vrai travail de développement personnel, avec une thérapeute qui pratiquait elle-même l'hypnose ericksonienne et la PNL. D'accord. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à l'évidence que je voulais faire tout simplement la même chose. Et donc là, je me suis pris, ouais, on va dire, presque 2 ans pour me former à Paris et pour pouvoir après ouvrir mon cabinet d'hypnothérapie. D'accord. Donc là, ça fait quelques années voilà, que tu es installé sur Angers. Tu as ton cabinet d'hypnothérapeute. Et alors, tu as parlé donc d'un épisode de burn-out et tu m'as dit Ouais. que voilà, tu voulais revenir dessus. Ça a eu un impact sur ta reconversion?
Alors, oui, très clairement. Ce que j'aime, pour moi, la première chose que je trouve intéressante dans mon parcours, c'est pas tant ce que j'ai pu faire de manière ponctuelle ou individuelle, mais Mm. c'est en revanche, si j'ai bougé de cette façon-là, c'est qu'on voit bien que derrière, il y avait une quête, euh, une quête, j'ai envie de dire, de Monsieur Tout-le-Monde, hein, la quête de l'épanouissement et de l'idéal où bah, on aimerait trouver une activité qui puisse en même temps nous épanouir personnellement, humainement, et en même temps, bah, malgré tout, nous faire vivre correctement, etc. Avec en plus bah, parfois certains regards ou pressions sociales sur tel ou tel type d'activité, sur telle chose, ou voilà, après, on le connaît tous, hein, il y en a qui connaissent ça, hein, si on est dans une famille de cadres et qu'on se retrouve ouvrier, ou si on est, etc., etc. Ouais. Voilà, tout ça, malgré tout, ce sont je dirais des influences et parfois des pressions qu'on prend en compte même inconsciemment hein, dans nos choix. Et moi, ce qui est marquant a posteriori dans ce parcours, c'est que je vois qu'à chaque fois, j'ai cherché une chose différente. Euh, Mm. Parce qu'à chaque fois, j'ai cherché ce qui me manquait dans le boulot précédent, finalement. Hein. Euh, si je prends les deux premiers boulots, par exemple, en tant que peintre illustrateur, bien sûr que je m'épanouissais totalement, je m'éclatais dans mon travail, c'était passionnant. Je voyageais dans toute la France pour des expos, je rencontrais du monde. Voilà, c'est palpitant pour quelqu'un comme moi de vivre ce genre de vie. Ouais. Après, c'est une vie, bah, c'est vrai qu'il est plus compliqué de vivre une fois qu'on est marié, qu'on a des enfants, qu'on essaye d'installer une famille. Après, bah, ce qui me manquait clairement, c'était l'argent. Euh, Mm, 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 donc derrière, j'ai cherché finalement ce qui est passé en priorité dans mes recherches. Derrière, c'était la sécurité financière, parce que c'est ce dont j'avais manqué pendant plusieurs années. J'ai réussi à trouver cette sécurité financière, mais du coup, je n'avais plus du tout d'épanouissement personnel. Donc ensuite, j'ai cherché à joindre les deux. Un boulot dans lequel je m'épanouissais, dans lequel en plus je pouvais être bon. Et voilà, ce type de boulot où bah, on est dans son élément, donc on peut faire 10 heures dans la journée, on n'est pas à compter les heures, les minutes, parce qu'on est juste bien à faire ce qu'on est en train de faire, et en plus d'être bien payé. mm. Ça, c'est ce que j'avais réussi à accomplir, entre guillemets, ou à trouver en maroquinerie de luxe. Ouais. Et malgré tout, et ça pour moi c'est la vraie leçon, surtout aujourd'hui en tant que thérapeute, c'est que bah, malgré tout, cette activité dans laquelle je m'épanouissais, j'étais bon, j'étais reconnu, je gagnais correctement ma vie, m'a quand même néanmoins conduit au burn-out et à la dépression. Pour Mm. moi, c'était un gros clash, je ne m'y attendais pas du tout, et puis personne ne s'y attendait autour de moi. Et ça a clairement révélé une chose que je côtoie aujourd'hui au quotidien dans mon métier de thérapeute, qui est cette notion d'essentiel de soi, Mm. qui est fondamentale, qui contient des notions telles que ma valeur la plus haute, la cause que je défends consciemment ou inconsciemment, la notion de sentiment de préférence que j'ai besoin d'avoir à l'intérieur de moi pour pouvoir rassembler mes compétences, mes énergies, etc. Mm. Et tout ça, bah, c'est la thérapie que j'ai suivie derrière pour me sortir de la dépression qui a mis ça en lumière parce que j'étais clairement dans cette situation et c'est moi-même ce que j'explique à ma thérapeute. Je ne comprends pas, j'ai tout ce que je veux dans la vie pour être heureux. J'ai un métier que j'aime, qui me rémunère correctement. J'ai une femme que j'aime et qui m'aime. J'ai des enfants que j'aime et qui m'aiment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie? J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et malgré tout, je m'écroule et j'ai juste envie de mourir. C'était vraiment le cas à l'époque. Hein. Mm. Et donc, c'était un grand mystère pour moi qui ne connaissais absolument rien de ces notions de psychologie à l'époque. Et effectivement, en décortiquant bah, tout mon parcours, enfin surtout sur ces dernières années avant la dépression, on s'est aperçu à quel point tout ce qui était fondamental pour moi, humainement, pas matériellement, pas professionnellement, pas Oui. en termes de compétences ou etc., mais vraiment dans ma nature humaine, bah, ces choses-là, ces essentiels-là, là où je travaillais, et en plus, je dirais dans le monde de l'entreprise en général, étaient en permanence bafoués
piétinée, etc. Et donc, non seulement, du coup, j'étais en permanent finalement désaccord avec moi-même dans cet univers-là, Ouais. même si c'était d'une manière très inconsciente, ça reste une pression, une souffrance, etc. Et en plus, je n'avais plus aucune source d'alimentation pour moi de cet essentiel, puisque ça n'existait pas de toute façon dans ces endroits. Mm. Et ça, c'est le jour où j'ai ouvert les yeux là-dessus, j'ai vu à quel point effectivement cette notion d'essentiel est fondamentale à prendre en compte, fondamentale à conscientiser, à prendre en compte dans ses choix, parce qu'effectivement, si on ne l'a pas, on peut se retrouver à tout simplement à se perdre avec le temps, à finir par correspondre à quelque chose qui n'est pas soi, et puis on s'écroule parce qu'on n'a plus, on n'est plus branché, on n'est plus alimenté avec ces choses-là. Mm. Donc ça c'est vraiment du coup ce que j'ai complètement pris en compte euh, dans C'est cette ça. dernière activité que je pratique aujourd'hui. Donc on voit à quel point à chaque changement d'activité, j'ai réussi à gagner un truc en plus. Oui. Et là, non seulement je pratique une activité pareil qui me procure le même plaisir, la même satisfaction que d'autres activités que j'ai pu pratiquer. Je ne vois pas le temps passer, je suis dans mon truc, je m'épanouis. Et en plus de ça, et pour la première fois, je pense, dans toutes mes activités, pour la première fois, je suis 100% accordé avec ma nature, avec mes valeurs, avec cet essentiel. Et surtout, la grosse différence, c'est que autrefois, dans les autres métiers, surtout dans le monde de l'entreprise, il y a un certain nombre de parts de moi-même que je mettais sous silence et que j'ai fini même carrément par effacer, écraser, parce Mm. que c'était des parts de moi qui, dans ce milieu-là, se révélaient être des fragilités. Oui. Des choses, par exemple, comme l'empathie ou l'hypersensibilité, des choses comme ça, etc. Dans ce type de milieu, et moi en plus j'avais des postes à responsabilité, donc je devais encadrer des équipes, je devais même parfois leur mettre la pression, Mm. et c'était du coup une vraie torture pour moi de faire ça. Et en même temps, c'était toute une part de moi que je ne pouvais absolument pas dévoiler parce que c'est un univers dans lequel ça n'est pas la norme. Ouais. Et ça, c'est important. J'emploie vraiment ce mot de norme. Pour moi, c'est important dans un secteur d'activité ou dans un cadre d'activité, parce qu'il y a la même activité qui peut être pratiquée dans des cadres très différents, Mm. se poser la question de quel profil ce cadre ou cette activité se fait la norme. Mm. Et est-ce que la norme, dans ce cadre-là, c'est d'être fort ou d'être dur ou d'être juste ou d'être bon ou d'être sage ou etc. etc. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que moi, ça a été une révélation le jour où je me suis retrouvé au cœur, du jour au lendemain, au cœur de ce monde de thérapie et de thérapeutes où tous les jours je côtoie que des gens pour qui justement l'empathie, la bienveillance, même l'hypersensibilité, ou etc., ce sont des normes. Mm. Et non seulement je n'ai plus à cacher ça, mais en plus, ça devient une vraie force, parce que effectivement, c'est une activité qu'on ne peut pratiquer que si on a une certaine sensibilité, que si on a une empathie particulière, etc. Mm. Alors je rebondis, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc on voit bien le cheminement là de ton parcours et du fait que tu étais vraiment en quête de sens. À chaque fois, tu retrouvais peut-être quelque chose qui te manquait précédemment, mais pour autant, c'était toujours pas suffisant, il manquait quelque chose. Et même au moment où tu pensais avoir trouvé un certain équilibre, là en maroquinerie, ben, finalement, non, il y avait l'essentiel, tu as souligné Ouais. ce mot-là. Et c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, tu dis que vraiment tu t'es recentré sur tes valeurs. Alors, il y a eu ce burn-out qui a été certainement un élément déclencheur qui t'a permis après de faire une rencontre. C'était aussi une Ouais. rencontre avec cette thérapeute. Sans cette rencontre-là, peut-être que finalement cette idée de reconversion ne serait pas venue. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc voilà, du fait de cet événement voilà, qui peut être vécu comme douloureux, hein, je lui ai dit que tu étais proche de la mort à ce moment-là.
Tu as même parlé de torture à un moment donné. C'est quand même un mot fort, c'est pas anodin. Et tu as en fait, du fait de cette rencontre-là, ça t'a immergé dans un autre monde, hein, si je peux dire Mhm. entre guillemets, un autre environnement où la norme n'était pas la même que celle que tu côtoyais dans l'environnement où tu étais. Et donc, oui, c'est intéressant de voir ton cheminement. Et aujourd'hui, donc tu disais que tu étais épanoui. Ah oui, totalement. Et là, tu retrouves vraiment l'ensemble, enfin ton essentiel et ton équilibre, c'est ça? Voilà, c'est complètement. Et ça m'amène à vraiment une question, quand on parle de normes ou etc., pareil dans la manière dont on se positionne Mhm. par rapport à une activité ou à un environnement ou etc. Euh, Se demander vraiment, se questionner sur c'est quoi être quelqu'un pour moi. Ouais. Quand on se lance dans une activité, surtout en tant que auto-entrepreneur ou dans ce genre de cadre, malgré tout, faut pas se leurrer. Il y a tout un système derrière, il y a des choses qu'on essaye de fuir, c'est normal, et c'est humain, hein. Moi, j'ai fui très clairement, très honnêtement, le monde de l'entreprise. Mhm. Et ce besoin de fuite était tel que pendant toute ma vie, je me suis toujours dit que jamais je ne serais auto-entrepreneur. Jamais. Et s'il y a bien une certitude, et si j'ai gardé une certitude pendant 20 ans, c'était celle-là. Et alors pourquoi? Et là, bah, le besoin a été tel que de Ouais. toute façon, j'avais juste pas d'autre choix. Euh, je dirais, dépasser cette croyance-là, parce que c'était attaché à des croyances que j'avais, hein, Mhm. des croyances de difficulté ou d'instabilité financière ou de devoir, entre guillemets, être un patron. Mhm. Euh, voilà, tout un tas de projections que je pouvais avoir par rapport à ce que c'était que d'être auto-entrepreneur. Euh, Bah, malgré tout, quand je me suis aperçu que d'une part, ce que j'avais de faire cet effort-là, de dépasser cette croyance, de franchir cette frontière, ça me permettait d'une part, bien sûr, de satisfaire mon besoin de fuite du monde de Mhm. l'entreprise. Et là, j'avais, je dirais, un tel besoin que c'était nécessaire. Mais surtout après, quand j'ai vu et s'éclairer les bénéfices qui m'attendaient de l'autre côté, Mhm. c'est là que vraiment, la question ne s'est même plus posée. Mhm. Après, il y a beaucoup de phrases. La chance que j'ai eue, ça a été dans cette entre-deux activités de vivre une vraie thérapie assez longue, assez profonde, que j'ai poursuivie derrière en plus par des mois et des mois de développement personnel, hein. C'est-à-dire que Mhm. pendant plus de 2 ans, j'étais chez ma thérapeute quasiment une fois tous les 15 jours, hein. Mhm. Donc oui, ça a été un très très gros chemin. J'ai fait énormément de travail sur moi à ce moment-là. J'ai fait un très grand ménage dans ma vie extérieure et aussi intérieure, hein. Et ça m'a vraiment permis de me dire justement, de me confronter à cette question. Quand on va chercher une activité, c'est bien pour être quelqu'un ou avoir la sensation d'être quelqu'un. Et j'ai envie de dire encore plus quand on est comme moi, marié, père de famille ou etc. On a besoin Mhm. aussi de se sentir à la hauteur aussi Oui. de ça. Mhm. Et là, justement, de se dire, bah, c'est quoi pour moi être quelqu'un? Il y a des personnes pour qui être quelqu'un, ça va être, ils vont se sentir quelqu'un parce que ils ont en charge une équipe, deux équipes, 20 personnes ou 200 personnes ou ceci ou cela. Il y en a pour qui être quelqu'un, ça va être de bouger partout, de voir plein de gens différents, plein de services différents, ou voilà. Il y en a pour qui être quelqu'un, ça va être dans la compréhension de programme, ou la compréhension de concept, ou de fonctionnement, de choses comme ça. Mhm. Euh, Quand est-ce qu'on sent, c'est instinctif, hein, quand est-ce qu'on sent à l'intérieur de soi que, ah là, je me sens être quelqu'un, je me sens exister, je me Ouais. sens. Et là, pour moi, ce qui est fondamental et que je vis tous les jours ici, et qui pour moi n'a pas de prix, c'est justement que je sens ça tous les jours. Mhm. Et j'ai Mhm. la chance de sentir ça tous les jours. Et moi, maintenant, c'est clair, je sais ce qui me fait sentir ça. Je ne l'avais pas forcément anticipé, mais là, je l'expérimente de jour en jour. Et c'est vrai que, bah, autant quand je travaille en entreprise, on peut avoir des gratifications
on peut être fier de ceci ou de cela, mais j'avais jamais ressenti ça. En Ouais. revanche, ici, de savoir qu'on a participé d'une manière ou d'une autre, même petitement, à la transformation de vie positive d'une personne, quand on raccompagne une personne à la fin d'une séance, que cette personne nous regarde avec un grand sourire alors qu'elle est rentrée presque en larmes et qu'elle nous serre la main avec une, je dirais, tellement de merci dans sa main et dans ses yeux, bah juste ça, ça n'a pas de prix. Et là, Mm. oui, là, je me sens quelqu'un. Mm. Et ça, Mm. c'était assez vite vu. Hein. Je crois qu'en 7 ou 8 ans de maroquinerie de luxe, où j'ai côtoyé plusieurs entreprises, une douzaine de marques, des dizaines et des dizaines de personnes, je ne sais pas si une seule fois en 8 ans j'ai entendu un merci. Mm. Je crois La que ça n'est jamais arrivé. reconnaissance. Ouais. Et là, bah, j'ai des merci 3 fois, 4 fois par jour. Et vraiment sincère. Oui. Sincère, absolument pas ni intéressé, ni etc. Parce que ce sont des gens que je vais voir de toute façon 3 fois et qu'après, je ne verrai plus. Donc, je dirais, on n'a aucun intérêt à, entre guillemets, se dorloter pour rien. C'est cette, voilà, cette simplicité, cette sincérité, cette bienveillance que les gens nous rendent aussi. Hein. Mm. Quand on en donne, les gens le rendent. C'est ça qui est juste merveilleux. Quoi. Ouais. Et ça, Ouais. ça n'a pas de prix. Tout à fait. La reconnaissance n'est pas la même, elle n'est pas au même niveau non plus. Mm. Alors, je reviens juste, tu as parlé de projection tout à l'heure. Alors, tu parlais de tes projections à toi, notamment par rapport à l'entrepreneuriat. En effet, hein, on n'est pas sur les mêmes représentations du salariat et de l'entrepreneuriat. Et puis, en fonction de, je dirais, de son éducation, de son système de référence, on va pas forcément avoir tous les mêmes Ouais. représentations. Et par rapport au regard de ton entourage, quel regard avait ton entourage par rapport à cette reconversion? Alors, l'entourage très proche, bah, j'ai envie de dire, c'était relativement, je dis bien relativement facile, puisque ce sont des personnes qui, de toute façon, m'ont accompagné de manière continue au quotidien, qui ont connu ma dépression, qui ont connu mon évolution, avec qui je partageais aussi toutes mes expériences thérapeutiques. Mhm. Euh, donc, même si c'est allé très vite pour ces personnes-là, et y compris ma femme, hein, qui parfois avait un peu de mal à suivre mon évolution, qui à ce moment-là a été très très rapide, Ouais. très très rapide, parce que oui, c'était vraiment de la thérapie et du développement personnel à haute dose. Donc effectivement, quand on a quelqu'un à côté de soi qui évolue très vite, ça peut être un peu déstabilisant. En revanche, après, dans les autres choix, et puis dans un cercle un peu plus large, c'était très varié, mais malgré tout assez complexe. Mhm. Parce que bah déjà, comme je sortais d'une période de dépression, donc bah, d'une certaine fragilité, et personnelle, physique, intellectuelle, mentale, psychologique et aussi financière, hein, parce que Ouais. bah, pendant tout ce temps-là, bah, j'étais au chômage, hein, donc c'est pas non plus évident. Mhm. Donc c'était, je dirais, des personnes qui, je pense, hein, ne pas faire de procès d'intention, hein, qui me regardaient avec une certaine inquiétude, Mhm. en se disant, bah, voilà, il est déjà au chômage, c'est déjà difficile pour lui, pour ses enfants, et donc effectivement, quand j'ai annoncé ce choix-là, j'imagine que dans leur pensée, il devait y avoir beaucoup de oh, mais en plus, il choisit pas le plus simple, dans quoi il s'engage, est-ce qu'il se rend bien compte, etc., etc. Parce qu'il y avait, je dirais même, trois difficultés. La première qui était cette notion d'auto-entrepreneur, qui n'est pas du tout habituelle, moi, dans mes cercles, Ouais. et qui, du coup, c'est aussi, moi, ce qui a toujours alimenté cette croyance que j'ai gardée pendant longtemps, de la peur de l'auto-entrepreneuriat, parce que bah, c'est un gros risque. C'est un gros Mhm. risque
Et ben, en plus, quand quand on commence à avoir un certain âge, quand on est père de famille, est-ce qu'on peut se permettre de prendre ce genre de risque? Mhm. Ça, c'était le premier point d'inquiétude. Le deuxième point d'inquiétude, c'est que c'était la matière. Je me lançais pas dans l'électricité ou dans la mécanique ou l'électronique ou l'informatique ou bref des matières que tout le monde connaît, qui sont entre guillemets normales, euh, etc. Quand on commence à parler d'hypnose, de PNL, bref, il y a beaucoup de cercles ou de personnes qui vont dire qu'est-ce que c'est que ces gros mots, ou même j'ai croisé des personnes qui sont rentrées dans une très grande inquiétude à ce moment-là, ou même qui m'ont clairement claqué la porte au nez en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est des outils de secte, de gourou, de... Genre, bah oui, mais c'est bien parce que ces outils-là sont efficaces, donc... Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai eu un peu, enfin, ouais, j'avais vraiment la sensation à ce moment-là d'être un ovni. Mhm. Et en plus de ça, donc ça faisait déjà une double difficulté. Et là, on arrive à une triple difficulté dans le sens où c'était une activité, une matière que je découvrais, donc à laquelle je ne connaissais absolument rien, ne serait-ce qu'un an auparavant. Je ne connaissais même pas l'univers de la thérapie, je savais pas ce que c'était qu'une hypnothérapeute, etc. Je n'avais jamais entendu parler d'hypnose ericksonienne, jamais entendu parler de programmation neurolinguistique. Donc là c'est une triple difficulté, c'est-à-dire, tiens, à 35 ans, on lâche tout, on découvre une activité dont on connaissait même pas le nom un an auparavant, on reprend des formations à zéro parce qu'on n'a aucune base, et on se lance dans une activité qui n'est pas forcément appréciée ou au goût de tout le monde, Mhm. dans les différents cercles, et même ceux qui n'ont pas d'avis particulier, il y a en général souvent plutôt quand même une hésitation, voire une petite réticence, ne serait-ce que dans la méconnaissance de cette activité et de ses Ouais. pratiques. Et voilà, et c'est vrai que combien de fois j'ai entendu autour de moi des gens qui demandaient de mes nouvelles, qui demandaient où j'en étais, ou etc., des proches qui leur répondaient, bah, tiens, il est en train de faire ci, de se former à ça, et combien de fois j'ai entendu répondre, oh non, mais il fait encore un truc farfelu, voilà. Euh, bon, après, on prend le parti de s'en amuser. Et alors, qu'est-ce que tu répondais à ça, justement? Bon, en général, on répondait pas ça devant moi, ça sont D'accord. les échos que j'avais à côté, parce que justement, Oh. ça venait de mes proches ou d'autres. Mais après, oui, j'avoue que c'était un, c'était un challenge à la fois à Mhm. relever pour moi, mais qu'en plus, effectivement, mais c'est aussi porteur d'énergie, un challenge et un choix que j'ai dû expliquer, défendre, et voilà, éclaircir pour certains, parce que pour certains, c'était très nébuleux, voire très sombre, alors que ça ne l'est pas du tout, mais Et aujourd'hui, quand il te voit en fait exercer, puisque maintenant ça fait un petit moment, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que les représentations sont toujours les mêmes ou pas? non, alors, dans mon cercle de connaissances, qu'il soit familial ou amical, je pense que tout le monde sait, comprend exactement, enfin, assez bien ce que je fais aujourd'hui, euh, Mhm. la manière dont je pratique, etc. Parce qu'en plus, je dirais, je cache rien, et d'autant plus parce que j'avais aussi besoin je ressentais le besoin d'expliquer mon activité et de clarifier mon activité aux yeux des uns ou des autres. Ouais. Euh, je, je- J'étais avec eux, mais comme je le suis naturellement, dans le partage, dans voilà ce que je fais. Voilà, il y a des gens qui partagent pas ce genre de choses. Moi, au contraire, même quand je faisais des formations, il y a des choses que j'étais tout content d'apprendre, que je partageais, ou des bouquins que j'ai lus que j'essayais de partager, ou voilà. Donc les gens étaient quand même, mes entourages divers, étaient quand même à la fois rassurés quand même Mhm. sur cette pratique-là. Voilà, je fais pas de l'hypnose de spectacle, je fais pas Ah oui. des choses un peu plus ou moins farfelues ou qu'on peut voir ou imaginer. C'est
comprennent à quel point c'est un vrai travail et vraiment, vraiment sérieux. Et j'ai envie de dire encore plus en ce moment, dans cette actualité où notre place est prépondérante et Mm, indispensable. Là, il voit bien vraiment l'intérêt, effectivement, de ces notions, de ces soutiens, de ces apports psychologiques, et surtout des richesses que ça peut apporter. Après, mm. la meilleure, je dirais, le meilleur exemple pour convaincre, c'est justement soi-même, quand ils ont vu quelle a été mon évolution Ouais, la grâce meilleure preuve. justement à ces pratiques-là. Mm. J'ai envie de dire tout est dit, quoi. Mm, mm, mm. Quand je vois la profondeur du trou dans lequel j'étais et en seulement quelques années, bah, je suis sorti du trou, j'ai appris, j'ai ouvert mon cabinet. Aujourd'hui, c'est moi qui accompagne les gens et surtout, donc ces entourages m'ont jamais, je pense, ne m'ont jamais vu aussi évoluer, aussi épanoui, aussi ouvert. Voilà. Je pense que voilà, tout est dit sur l'intérêt et l'efficacité de ces pratiques que j'ai Mm. d'abord pratiquées pour moi et sur moi avant de les apprendre et d'apprendre à les pratiquer pour les autres. Mm, mm, tout à fait. Et Et donc alors donc, aujourd'hui, c'est très satisfaisant parce que justement, ce sont des personnes, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, qui parfois même pour certains déjà m'ont demandé de les aider, de les accompagner sur certains points et qui de temps en temps m'envoient des personnes donc qui me touchent toujours parce que c'est une vraie marque de confiance oui, et de et, reconnaissance quelque et part. de reconnaissance et puis au moins ça montre qu'ils ont vraiment compris ce que je fais Mm. et voilà et qu'ils trouvent qu'il y a un vrai intérêt derrière. Mm. Ouais, c'est important. Et alors donc justement, donc là, il y a une forme de soutien aujourd'hui. Et quel type de soutien tu as pu recevoir au moment où tu étais, je dirais, déjà dans ce processus de reconversion? Alors les soutiens, ils n'ont pas été, je pense, les plus habituels pour moi, tout simplement parce que j'ai pas eu les soutiens que j'espérais. Mhm. Je parle surtout au niveau, que ce soit administratif, financier, et cetera. Là, j'ai vraiment rien eu. Ouais, Je venais de passer, 1 an et demi ou 2 ans, chez Pôle emploi, d'accord. au chômage. Malgré ça, je n'ai eu absolument aucune aide pour mes formations. J'ai dû financer intégralement mes formations et c'est pas évident quand on doit financer. Là, je me suis formé à 3 matières différentes jusqu'au maître praticien. C'est des séjours qu'il faut financer à Paris. Enfin Mm. voilà, tout ça c'est pas évident et j'avoue que j'ai vraiment eu un très gros regret de ne pas avoir eu d'aide ni par Pôle emploi ou autrement sur ces formations-là. Mais bon, c'est comme ça. Tu as eu un soutien financier peut-être avec ta compagne, avec ta femme. C'était peut-être une discussion. Alors là, oui, bien sûr, ça a été tous ces projets, bien sûr, ont été discutés Mm. sur le plan familial parce que il y avait cette notion de budget derrière aussi, bien évidemment. Mm. Donc là, on a gratté là où on pouvait gratter. Et puis après, ça a été des aides extérieures. Mes parents m'ont aidé à financer une de ces formations. Voilà, on va chercher un petit peu à droite à gauche les personnes qui peuvent nous aider. Mm. Euh, Après, les plus grosses aides que j'ai eues, ça a vraiment été des aides, je dirais, plus humaines. Euh, Mhm. Déjà par la thérapeute qui m'a fait découvrir, qui m'a accompagné, qui m'a fait découvrir ces pratiques. J'aime à dire avec elle que c'est plus qu'une rencontre. Hein. Elle m'a Ouais. permis, moi j'ai connu une vraie conversion à ces pratiques parce que je les connaissais absolument pas avant. Je suis arrivé avec zéro croyance et alors que ça faisait plus de 2 ans que j'étais en dépression, sous antidépresseurs, etc., que les psys ne m'ont absolument pas fait avancer. Euh, Elle m'a sorti de ma dépression en l'espace de quelques mois, sans médicaments, sans rien, et en plus
en me faisant découvrir et des matières formidables et surtout des parts de moi formidables et que j'avais mis complètement de côté parce qu'effectivement, les univers desquels j'arrivais ne correspondaient pas en termes de normes à ces parties-là. Donc, déjà, cette thérapeute m'a énormément aidé, y compris dans le choix de mes formations, etc. Parce que moi, je l'avais posé et ça reste encore une personne de référence pour moi en thérapie. Et ce qui m'a séduit le plus, c'était la manière, pas plus que l'outil, c'était la manière de cette personne, la manière d'accompagnement, la manière, voilà, il y avait une dimension, il y avait quelque chose, une énergie que j'ai vraiment, dont je me suis vraiment inspiré, hein, qui m'a vraiment nourri pendant tout ce temps-là. Et c'était vraiment clair dans ma tête sur ce que je voulais apprendre à être et à faire, même si je ne savais pas forcément quel nom ou quel mot mettre dessus. Oui. Et elle m'a beaucoup aidé. Voilà. Elle m'a beaucoup aidé là-dessus, sur justement à choisir les bonnes matières, les bons centres de formation par rapport à leur sensibilité, par rapport à toutes ces choses-là. Et ça a été, pour moi, je pense, déjà l'aide la plus précieuse. Oui. Qui m'a amené après une autre aide précieuse qui est le centre de formation lui-même, qui est extrêmement sérieux et qui en plus, déjà dans la formation, là où certaines formations vont nous apprendre l'hypnose ou la PNL, là, il nous apprenait vraiment à être un hypnothérapeute ou un PNListe, ce qui est très différent. C'est une chose de connaître un outil, c'est une autre chose que d'apprendre à l'utiliser, etc., etc. Donc là, déjà, rien que pour ça, en termes de, je dirais, je pense que ça a boosté mon installation parce que effectivement, j'ai été formé de cette façon-là. Donc ça accélère le processus, on a plus vite le pied à l'étrier, on se sent plus vite plus à l'aise, légitime, on a tout de suite les bons réflexes, les bons outils ou les bons savoir-faire, savoir-être. Donc forcément que ça accélère le processus. Et en plus, ils étaient vraiment riches en conseils aussi d'installation, parce que toutes les personnes qui m'ont donné ces formations, certes étaient des formateurs, mais étaient tous à côté thérapeutes avec des cabinets, etc. Ce qui n'est pas le cas forcément sur le des centres de formation. Et donc, eux ont cette expérience-là, ont connu cette expérience d'ouverture de cabinet. Ils sont auto-entrepreneurs depuis des années pour certains, et ils étaient vraiment généreux sur vraiment cette transmission-là, la transmission de leurs expériences, les conseils qu'ils pouvaient nous donner pour justement éviter certains pièges, accélérer certains processus, gagner en confiance, ou trouver le bon collaborateur, ou enfin voilà, toutes ces questions-là, y compris le jour où j'ai pris la décision d'ouvrir mon cabinet, il y a 10 000 questions qui se posent à ce moment-là. Moi-même, j'habite à la campagne. Est-ce que j'ouvre mon cabinet à la campagne ou en ville? Est-ce qu'il vaut mieux, voilà, après quel type de com je vais ouvrir? Est-ce il vaut mieux un cabinet en 2 pièces, en 1 pièce? Est-ce qu'il vaut mieux que je partage le cabinet avec un espace d'autres thérapeutes, ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'isole et que je m'identifie tout seul quelque part? Enfin, tellement de questions qu'un auto-entrepreneur se pose avant de lancer son activité. Et toutes ces dizaines, ces centaines de questions-là, ces personnes-là étaient là pour y répondre, que ce soit ce centre de formation avec ses formateurs, avec qui on pouvait garder un contact continu via mail, téléphone, ou etc. C'était des gens qui étaient quand même assez disponibles, au moins, pas forcément bien sûr dans l'instant, mais au moins pour répondre à des questions par mail ou autrement. Et puis évidemment, cette thérapeute qui m'a accompagné, à qui je pouvais poser des questions, qui m'a permis de rencontrer aussi d'autres thérapeutes. Et ainsi de suite. Et alors justement, aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir?
Alors, ça dépend sur quel plan. Alors, pas forcément en tant qu'hypnothérapeute, hein, vraiment, qu'est-ce qui, peut-être voilà quelque chose que toi-même tu as vécu et que tu peux transmettre à ton tour Moi, quand tu c'est te reconvertis. pour moi le premier conseil, mais c'est un conseil classique de développement personnel, mais euh, dès lors qu'on se pose une question d'évolution, il faut déjà essayer de trouver des personnes qui ont déjà réalisé cette évolution et atteint au moins l'objectif que soi-même on essaye d'atteindre. Hmm. Ça, c'est vraiment la première chose. Après, c'est le principe du mentor, ou etc. Mais c'est déjà justement aller chercher les expériences de ceux qui ont déjà fait ça. Tout Ouais. simplement, ça paraît évident, mais c'est toujours important de le dire Hmm. parce que c'est vraiment ce qui va justement, pour moi, booster et mettre sur les bons rails dès le départ cette évolution. Parce qu'on peut être plein d'énergie, plein de bonne volonté, etc. Si on part pas dès le départ dans la bonne direction, on va dépenser énormément d'énergie, en perdre beaucoup sur la route. Ouais. Et c'est dommage, alors que parfois, avec juste quelques petits sages conseils, parce que la personne dans la même activité que nous est passée d'abord à Avant. essuyer les plâtres, s'est pris les pieds dans le tapis ou s'est cogné contre les murs, ça n'enlève pas les obstacles, mais au moins ça permet de poser la lumière dessus Hmm. et déjà de se dessiner même mentalement, de se projeter dans un scénario, dans une logique ou dans un ordre des choses. Ça pour moi c'est vraiment la première chose. Moi ça a été mon cas bien sûr avec cette thérapeute dès le départ, mais effectivement si vous voulez vous lancer là-dedans, pour moi, il y a cette double recherche, rechercher des gens qui ont été dans l'auto-entrepreneuriat, peut-être dans des activités différentes, parce que ça permettra d'avoir justement des points de vue différents, mais après et surtout aussi aller chercher vraiment l'expérience de personnes qui sont en avance sur nous dans Hmm. le même secteur d'activité. D'accord? Hmm. C'est en thérapie ou en développement personnel, on peut, on va chercher l'image du grand frère. D'accord? C'est ça. On va chercher le grand frère qui a été dans la même classe avant nous, qui a été, etc. Et c'est vraiment voilà ce partage d'expérience qui est fondamental. Hmm. Pas du tout pour se calquer, il faut toujours avoir la lucidité sur l'autre, parce que ce que fait l'autre, c'est parce que ça lui correspond, C'est ça. et il faut savoir aussi se détacher, d'accord? Hmm. Mais c'est très important de savoir par où les gens sont passés, qu'est-ce qui ont été leurs freins, qu'est-ce qui ont été leurs boosters, pour pouvoir se dire, ah oui, tiens, ça par exemple, j'y avais pas pensé, ou tiens, là, j'avais jamais eu cette adresse-là, ou voilà, tout simplement. Et on Hmm. va s'apercevoir que c'est très enrichissant parce que bah, souvent, on va recevoir des tas de réponses alors qu'on n'avait même pas pensé aux questions au départ. Oui, Donc, tout c'est à fait. encore plus enrichissant qu'on l'imagine Ouais. au départ. Hmm. Donc ça, pour moi, c'est vraiment fondamental, même quitte à... C'est parfois pas facile, hein, parce que moi-même, j'y suis passé. Ça peut être des personnes qui refusent. On est parfois confronté au refus, hein. On va appeler des gens, on se dit, tiens, moi, j'aimerais bien partager son expérience, ou etc. Personne va nous dire, bah non, j'ai pas le temps, ou ça m'intéresse pas. Donc oui, faut s'y préparer aussi, hein. Tout à fait. Mais après, c'est moi-même, hein, j'ai fait parfois jusqu'à 1 heure et demie de route pour aller rencontrer quelqu'un, et puis finalement sortir de là assez déçu en me disant, bah, parce que la personne s'est pas ouverte comme je l'aurais souhaité, mais parce que j'ai multiplié ces contacts-là, ça m'a permis d'en avoir un certain nombre véritablement intéressants Hmm. et vraiment aidants, quoi. Donc ça, c'est vraiment, voilà, retenez cette image, ce principe du grand frère, là, c'est toujours, toujours bon à prendre. Et puis après, c'est aussi et surtout le bon questionnement sur soi. Hmm. Comme je disais, dans quelles normes on a envie, besoin de se poser, qui on a besoin de devenir, quand est-ce que je sais que je suis quelqu'un, que je sens que je suis quelqu'un. Hmm. Ça, c'est fondamental dans la projection. Si on n'est pas clair là-dessus, on se trompera forcément dans la projection. Et du coup, ben, on pourra aller que de surprise, voire en déception, Hmm. Hmm. parce qu'on n'a pas, ben, on part pas avec je dirais le bon calibrage ou les bons filtres au départ, quoi. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est très révélateur là ce que tu dis et je pense qu'on peut terminer sur cette phrase-là qui est très parlante. C'est quoi être quelqu'un pour moi?
En effet, ça peut être bien même, voilà, soit de passer par papier en disant, ben voilà, finalement, qu'est-ce qu'on entend par là et qui est-ce que je suis et voilà, c'est quoi être quelqu'un pour moi. Ouais. Ben, merci en tout cas, Geoffroy, pour cet échange, c'était riche. Et puis, ben voilà, je pense que ça pourra parler aussi à d'autres personnes qui souhaitent se lancer. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour ta confiance. Merci.